Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. Avec moi, mon co-animateur, Guy Barrette. Salut Guy. Salut Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Guy, encore une fois, on n'a pas un invité avec nous. On reprend une émission qu'on a enregistrée lors du dernier DevTeach au printemps dernier. Donc, où sommes-nous pour enregistrer l'introduction? On est dans ta camionnette. De ce temps-ci, toi, tu fais un contrat chez Napa. Puis, en tout cas, quand on regarde au niveau de la logistique, comment on peut s'organiser pour se voir, souvent, c'est la façon la plus simple, c'est on se rencontre dans le stationnement chez Napa, on prend quelques minutes pour faire l'introduction et avec des équipements portatifs, c'est facile d'enregistrer. Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. Avec moi, mon co-animateur, Guy Barrette. Salut Guy. Salut Mario, ça va bien? Oui, très très bien. Guy, encore une fois, on n'a pas un invité avec nous. On reprend une émission qu'on a enregistrée lors du dernier DevTeach au printemps dernier. Donc, où sommes-nous pour enregistrer l'introduction? On est dans ta camionnette. De ce temps-ci, toi, tu fais un contrat chez Napa. Puis, en tout cas, quand on regarde au niveau de la logistique, comment on peut s'organiser pour se voir, souvent, c'est la façon la plus simple, c'est on se rencontre dans le stationnement chez Napa, on prend quelques minutes pour faire l'introduction et avec des équipements portatifs, c'est facile d'enregistrer. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est que on profite de conférences qui ont lieu soit à Montréal ou lorsqu'on voyage un petit peu, qu'on assiste à des conférences un petit peu partout aux États-Unis, par exemple, c'est qu'on en profite pour enregistrer des émissions. Donc souvent on en a quelques-unes en banque. Qu'on garde pour vous. Donc, celle-ci, elle a été enregistrée à DevTeach en mai dernier à Montréal. Et puis, on a rencontré Scott Bellware. Scott qui nous parlait de quoi là, déjà, Mario? Test Driven Development, ou TDD pour reprendre l'acronyme. Exactement, TDD. Donc tout l'aspect test unitaire, tout ça. Là, donc, Scott est très, très, très fort à ce niveau-là. Bon, vous allez voir, là, on va l'introduire, puis au fur et à mesure, vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous mentionne. Mais c'est une entrevue qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, allons aller à l'entrevue. Oui, aujourd'hui, on est à DevTeach, le samedi matin. On a fait réveiller tôt notre invité. Oui, avant son départ. Scott Bellware. Scott, on va parler avec toi de Test Driven Development. Oui, puis on n'a pas trouvé vraiment de terme français, là, ou une traduction exacte, là, en français. Donc, on va utiliser TDD, là, le terme anglais. Le terme anglais, puis nos auditeurs pourront nous suivre. Écoute, Scott, la formule habituelle, c'est qu'on fait toujours une petite intro, une bio présentée de l'auditeur. Après ça, on part vraiment avec l'entrevue. Pour te présenter, les gens vont te décrire beaucoup comme étant quelqu'un qui a pas peur de dire ses opinions. Non. Il y a un autre terme aussi en québécois, on pourrait dire une grande gueule. Ouais. C'est comme ça que je m'introduis à mes workshops. Ouais. Bon, tu demeures à Austin, au Texas. Oui. Tu travailles pour la compagnie First Choice. Oui. Qui change son nom prochainement pour un nouveau nom qui va être Dovetail Software. Dovetail. Puis, écoute, ça fait au-dessus d'une quinzaine d'années, toi, que tu fais du développement logiciel. Oui, depuis 15 ans. 15 ans.
Puis, t'es un C# MVP, donc t'es un Most Valuable Professional avec le langage C#. Là. Qui veut dire que j'ai la grande gueule. Ça fait au-dessus de quoi? 4-5 ans? Depuis le début que tu travailles avec la plateforme.net. Oui, depuis la première bêta de Premier 1.0. bêta. Puis, les années avant, t'étais beaucoup dans la communauté Java. Pour une bout de temps, oui. Pour à Tout à peu près 1 an. Puis une chose qui vraiment te démarque de beaucoup des gens qui s'impliquent dans la communauté .NET, c'est que toi, t'as pas peur d'adopter ce que les gens de Java font de bien. Absolument non. Je suis toujours à la recherche de des pratiques et des façons qui viennent d'ailleurs. Soit Java ou maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus ce qui arrive dans la communauté du monde qui utilise Ruby. Et que c'est toujours avoir Parce un qu'une peu sur l'extérieur. parce qu'une bonne idée, qu'elle soit sur n'importe quelle plateforme, ça reste une bonne idée. Donc, C'est ça. si on est capable de la récupérer, ben c'est le thinking puis tout le knowledge qu'on récupère là, d'une autre plateforme qu'on ramène dans le monde.net. Oui, le grand le faux que le monde font, je pense, c'est qu'ils pensent que ce qu'on fait en Java puis ce qu'on fait en .NET, ça a rapport plus à la plateforme, puis qui réalisent, certains mondes qui réalisent pas qu'il y en a des choses qui appliquent partout, surtout les plateformes. Surtout quand on parle de processus ou de façon de faire. Oui. Puis, à ce niveau-là, toi, tu fais vraiment partie de la communauté agile, ou en tout cas de la philosophie agile. Mhm. Parce qu'on peut dire aussi qu'il y a des mouvements, ou en tout cas, il y a eu une rébellion au début des années 2000 pour dire, ben regardez, faire du logiciel comme on le fait dans les grosses organisations avec un processus waterfall, low, pas du tout agile. Séquentiel. Oui, séquentiel. Donc, il y a des gens qui se sont dit, ça n'a pas d'allure. On veut plus continuer à être dans ce moule-là. Puis, ces gens-là se sont regroupés, ont créé le manifesto agile. Mhm. Puis, toi, étant toujours à l'affût de qu'est-ce qui est nouveau, quand tu as vu ça, tu as dit, hey, c'est comme ça que je travaille, puis c'était naturel pour toi de joindre cette communauté-là. Il y avait certaines pratiques qui ont été naturelles, que j'ai utilisées avant que j'ai connu Agile, qui avaient rapport. Mais pour moi, c'est quand j'ai lu le livre de Kent Beck, XP Explained, que j'ai vu pas nécessairement les mêmes façons de travailler, mais les mêmes valeurs de la programmation. Une fois que j'ai identifié les mêmes valeurs, je me disais qu'il vaut la peine que j'essaye de expérimenter avec les pratiques dont Kent Beck parlait. Parce que c'est ça, souvent, à la base de tout le mouvement agile, c'est un partage par des gens à dire on croit et on est prêt à pas mourir, mais en tout cas, on a une croyance sur certaines valeurs. Comme par exemple que du logiciel, ça devrait fournir beaucoup de qualité aux utilisateurs. Puis, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans notre industrie, malheureusement, qui, des fois, oublient que le logiciel, la finalité, c'est de satisfaire des utilisateurs ou en tout cas satisfaire des clients. Oh, absolument. Je dirais plus que dans cette veine un système de valeurs ou de reconnaître les choses qu'on valorise. Pour nous autres, sur mon équipe, à Dovetail, à First Choice, on est vraiment dirigé par un système de valeurs partagé et qu'on parle de système de valeurs. C'est quoi qu'on valorise? Quels sont les accords qu'on va faire entre nous autres pour dire on va faire nos jobs, nos travaux comme ça, d'une certaine façon, puis pas comme d'autres façons. C'est vraiment la façon de travailler là, qui est un petit peu différente. Là. Tout le monde est impliqué au niveau de la qualité. Mais puis c'est très social. On a des contrats sociaux. On n'aime pas briser parce que ça impacte le software, notre produit, puis ça va impacter le client, absolument. Il y a quelques mois, j'ai fait une présentation où j'expliquais le parallèle qu'on peut faire entre une équipe de développement agile et une tribu. Oui. Une tribu, là, même si on retourne il y a plusieurs millions d'années. Puis, il y a une certaine similitude entre les gens ont des rôles bien particuliers, les gens, justement, partagent des valeurs. Puis, une des valeurs que je suis persuadé que pour vous est au centre de vos préoccupations, c'est que vous ne pouvez pas développer un module de code, une composante de code qui soit pas testable. C'est ça, absolument. Et puis, c'est pas juste de dire que c'est pas testé ou qu'il n'y a pas de test pour ce module, mais que le design reflète une qualité qu'on appelle testable. Puis ça, les gens qui croient beaucoup à ça,
se sont même posé la question, est-ce que je pourrais pas mettre ça de l'avant et en faire même ma façon de faire mon développement? Tu veux dire de faire les tests en avant? Ouais. Oui, puis c'est ça le cœur de Test-Driven Development, c'est de faire des tests avant qu'on fait la Donc, code. tu as bien suivi où je l'ai amené. Je l'ai introduire ce qu'on va parler. Donc, Test-Driven Test-Driven Development. c'est ça. Scott. Donc Oui. là, toi, tu viens pendant DFT, tu as fait en pré-conférence et en post-conférence, tu as fait des workshops sur Test-Driven Development. Donc, Guy et moi, on s'est dit, qui de mieux que demander une définition, tu sais, la fameuse définition, on descend dans un élévateur, on a quelques secondes, comment tu décrirais à nos auditeurs rapidement qu'est-ce que c'est Test-Driven Development? Elevator pitch. Ouais. Ça dépend de qui est dans l'ascenseur. Bon, ben, regarde, ça c'est un bon point. Prenons par exemple un programmeur très senior qui a fait beaucoup de développement, là, qui connaît ce que c'est développer, mais qui malheureusement a jamais travaillé dans une équipe agile, donc a jamais été vraiment familiarisé avec ce que c'est Test-Driven Development. On d'abord l'aspect le plus flagrant, je dirais, c'est qu'on écrit un test en avant qu'on écrit le code de production, au lieu d'écrire le code de production avant d'écrire les tests. Et on fait ça avec une certaine méthodologie qu'on appelle, souvent ça se dit red, green, refactor, qui veut dire que on écrit un test, ça nous aide à écrire juste le code du client après pour avoir une habilité de mettre nos yeux et le cerveau sur le code du serveur par rapport aux méthodes publiques des classes qu'on est en train de écrire des tests pour. Les classes que peut-être que les classes n'existent pas, mais certainement les méthodes qu'on appelle, ils n'existeraient pas encore. Donc toi, ton propos, c'est de dire, avant de commencer à réfléchir comment vous allez faire à l'intérieur de la boîte, qui est l'implémentation de ta classe, posez-vous donc la question, qu'est-ce que vous voulez faire avec la boîte? Parce que c'est là que tu as des interfaces, donc des méthodes. C'est des intentions. Les intentions, donc les tests unitaires que tu bâtis en premier, c'est vraiment pour expliquer les comportements que tu veux faire avec ta classe. Exactement. Puis ça, c'est des spécifications, en fin de compte. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des aspects de design en Test-Driven Development. Même moi, souvent, quand je veux faire un peu une joke, je dis TDD, ça veut pas dire Test-Driven Development, mais Test-Driven Design. C'est ça. en fin de compte, il y a un nouveau... pas nouveau, mais quelque chose qui arrive dans le monde du Ruby, parce que les plateformes comme Ruby Dynamics sont capables à faire plus de... C'est pas vraiment interprété, mais c'est plus expressif. Il y a un autre style qui arrive qui s'appelle Behavior Driven Design. Mm-hmm. Et ils ont changé. C'est comme Test Driven. Il y en a des aspects technologiques de Ruby qui sont rentrés là-dedans. Puis vous voulez changer le nom de Test-Driven Development à Behavior-Driven Design parce que c'est vraiment du Behavior-Driven Design qu'on fait. Par contre, des langues comme C# ou Java, VB, on utilise des frameworks de tests unitaires pour en faire et pour ça que ça s'appelle Test-Driven. Mais c'est vraiment du behavior qu'on veut spécifier avec le code du client. Donc, première chose, pour faire du Test-Driven Development, on écrit nos tests en premier. Oui. Si on fait juste écrire nos tests en premier, puis après ça, un coup qu'on a écrit, est-ce qu'on doit écrire tous les tests qu'on pense qu'une classe doit faire ou juste un test à la fois? Juste un test à la fois, parce que c'est plus facile de faire une progression à un design quand on prend des pas qui sont comme minuscules. Des plus donc, petits on veut être itératif, donc on commencera pas à dire, voici les 25 méthodes, voici les 68 tests que je pense qu'on doit faire. Ouais, parce que ça serait du waterfall. Là. On ferait C'est nos ça. tests en waterfall. Là. C'est pas une bonne Donc, façon. tu choisis les méthodes les plus significatives. Puis celle-là, tu dis, OK, là, je bâtis un test. Puis dès que ton test est fait, tu t'en vas en implémentation, implémenter. Ouais. En implémentation, est-ce qu'on doit tout implémenter le code tel qu'on veut qu'il soit parfait? Non, c'est juste le code qui satisfait les spécifications exprimées dans le test que tu viens juste d'écrire. Fait que là, si tu as une méthode ou une opération, une fonction qui a qui peut faire deux différentes choses selon la valeur d'un variable,
qui veut dire qu'il y a un if statement dedans. Le premier test qu'on va écrire, c'est juste pour tester le premier cas. Là, on écrit le code juste pour satisfaire le premier cas. Après ça, un deuxième test va exprimer le deuxième cas. Là, on rentre le else. Donc, Là, on écrit le else. donc, ça se pourrait même que ta première implémentation, que tu n'aies même pas le if-else. Parce que C'est ça. si tu veux juste que le test Exact. passe, tu vas juste mettre le code linéaire. Exact. Quand tu bâtis ton deuxième test, là, tu te rends compte, tu dis, faut que je mette un if, un else, puis là, tu vas venir ajouter ça dans ton implémentation. Cette seconde étape-là, c'est ce que vous appelez le vert, le green. Tu sais, quand tu Non, dis... non, non, pas vraiment. Le red-green refactor, ça arrive aux premières fois qu'on écrit la méthode, quand on introduit la méthode. Et qu'on fait ça, le red-green refactor, pour moi, c'est vraiment une affaire, une espèce de tester le test. Parce que le test est fait du code. Mhm. On fait des tests pour le code parce qu'on sait que le code peut être brisé. Mais si le test et le code est fait des mêmes matériaux, ils ont les mêmes faiblesses. Fait que le test peut être Peut être défectif. Puis peut avoir des bugs aussi. Oui, c'est ça. Fait que Red-Green Refactor, c'est une façon Red-Green d'écrire un test qui fails. Qui va échouer en premier. C'est Donc, ça. le rouge, parce que ce qu'on n'a pas dit, qu'on aurait peut-être dû dire, c'est qu'on peut difficilement faire du test-driven development si on n'utilise pas un framework de test. Par exemple, du .NET serait NUnit, ou avec Team System, VS Test. Oui. c'est ça, le framework de test de Visual Studio, Team System. Donc, ces outils-là, eux autres, si tu as un test qui fail, tu vas avoir un gros bouton en rouge qui C'est te ça. flash, donc c'est le red. Donc, quand tu bâtis ton test initialement, tu as 0 code d'implémentation, puis tu t'assures juste au moins que le test fail. C'est ça. Parce que si le test On passerait... a de la code d'implémentation. À ce moment-là, oui. Ouais, un petit peu, parce qu'il faut au moins Juste que ça ouais. compile. Mais on écrit le code pour que ça compile et que le test, que ça va échouer. On fait ça juste pour tester que le test est capable à détecter la code Qui marche pas bien. Qui marche pas bien. OK. Puis Première après étape. ça, on change le code pour que ça force le test de passer. De façon très, très, très simple. Juste pour voir que le test est capable de détecter. Donc là, on a une lumière verte. C'est ça. Puis la lumière verte, on dit code très simple. Mm. Puis c'est, à mon avis, ce qui va différencier, parce que, personnellement, moi, je différencie le terme test-driven development du terme test first. Mhm. Bon, on s'entend qu'il y a aussi des gens qui font les tests après, mais ça, les tests après, pour nous, on les oublie. En tout cas, mon avis à moi, c'est peut-être pas la meilleure pratique. Mais dans les gens qui font les tests en premier, moi, dans ma philosophie, test first, c'est que tu fais le test en premier, mais quand tu implémentes, tu fais pas le minimum de code pour que le test passe au vert. Tu essaies d'implémenter complètement ta méthode. Donc, tu fais une itération beaucoup plus large, tandis que dans le test-driven development, ce que tu nous dis, c'est faites juste une itération très simple, faites passer que le test devienne positif, qu'il soit vert. Et ensuite, c'est la troisième étape, refactoriser, changez votre code, faites-le améliorer dans plusieurs itérations pour vraiment le rendre comme qu'il soit parfait à la fin. Exact. Et on est capable de faire ça puis faire tous ces changements pour refactoriser parce que on sait qu'on a un test qui est capable de détecter le code qui échoue. On est capable de détecter le code qui passe, les cas qui passent. Et que là, on a un test pour prouver que n'importe quoi qu'on fait durant la phase du refactorisant ou de vraiment la vraie implémentation, on est capable de savoir à n'importe quelle seconde si la ligne de code qu'on vient juste d'écrire, ça fait replanter ton test parce Ouais, que c'est un peu comme si on se rend... L'analogie, peut-être qu'elle n'est pas très bonne, mon analogie, mais si on dit que l'implémentation d'une méthode serait un peu comme faire l'escalade d'une montagne, ton test devient un peu ta corde qui va t'assurer que si jamais tu t'éloignerais trop ou tu prendrais trop l'effort mental que tu ferais serait tellement trop lourd que tu ferais des erreurs, la corde va te retenir en disant c'est trop loin. Puis là, tu es capable de dire oups, j'ai fait planter mon test, faut que je réajuste mon tir. C'est ça. Et le red-green, le phase de ça, c'est vraiment de s'assurer que la corde est bien placée. Donc, à chaque fois qu'on va changer notre test, par exemple, on a fait un premier red-green. Là. Mm-hmm. Donc, après ça, je veux implémenter un petit peu plus de logique d'affaires. Donc, je recommence ce processus. Exactement. OK. Et est-ce que ça nous force à écrire des méthodes qui sont plus simples? Ah oui. On veut ça quand même. Ça, c'est une qualité de design qu'on veut quand même. Parce que sinon, on va se retrouver Même si on avec n'utilise pas du test-driven, des petites méthodes avec beaucoup de cohésion qui ont qu'une responsabilité. C'est ça vraiment
un peu du design. Si tu utilises, même si tu utilises COBOL sans test, c'est ça qui, c'est. Parce que si on fait des tests qui sont hyper compliqués pour tester des méthodes qui sont hyper compliquées, on va s'y perdre là, à un moment donné là. Ah, c'est sûr. Les tests unitaires, c'est de la code qu'il faut qu'on entretient. Ça va rester avec le projet pour le restant de sa vie. On va doubler au moins la masse du code qu'on a dans le système à cause des tests. Fait qu'on veut la code qui est vraiment Donc, bon. c'est bien important là. On va doubler le nombre de lignes de code qu'il y a dans notre application, au moins. Ça peut faire peur à bien du monde, surtout des gestionnaire. Oui, mais moi, personnellement, je préfère beaucoup plus avoir 2 fois plus de lignes de code, mais avec une complexité faible, que la moitié de code avec une complexité tellement élevée que les gens ou les développeurs qui peuvent réussir à comprendre ce code-là, c'est des Einstein, ou en tout cas des gens avec une capacité d'abstraction élevée. Personnellement, j'aime beaucoup plus avoir plus de lignes de code, mais du code simple. Puis je pense que toi, quand tu travailles, tu as même des outils que tu utilises pour vérifier la complexité. Oui, mais pas en .NET 2.0 ou VS 2005. Mes outils ne marchent plus. Ah. Fait que là, je peux pas les utiliser. Mais il y en a, puis moi je m'en servais d'une chose qui s'appelait C# Refactory, qui n'existe plus. Il y avait un bon outil là-dedans pour faire comme un browser de Cyclomatic Complexity. Mais là, il y a Refactor qui est capable de faire à peu près la même chose. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est la complexité cyclomatique. Comment on pourrait définir ça, ce que c'est la complexité cyclomatique assez aisément? C'est facile. Une méthode, c'est une mesure de la qualité du code, d'un certain aspect de qualité du code. Une méthode qui n'a chaque méthode commence avec un compte de complexité de 1. Fait que tu écris une méthode, tu as déjà une complexité de 1. Et ça peut pas exister une méthode avec une complexité moindre que 1. Tu n'as pas de ligne de code là-dedans, tu peux en avoir. Tu n'as pas de méthode. Mais ça plante jamais, ce genre de méthode. Ça fait pas grand-chose. On a vu toutes des choses bizarres dans les codes des autres, fait qu'on sait jamais. Hein. Puis donc là, ça commence avec 1. Puis comment on va faire augmenter la complexité? Comment c'est l'unité de mesure? Une fois que tu rentres un if, un branche, if ou un switch, pour chaque différente voie dans la code, tu as un autre compte de complexité. Donc, la complexité schématique, c'est le nombre de chemins possibles que le programme peut prendre dans une méthode. Exactement. Et pour chaque chemin, ça prend au moins un test. Puis l'idée étant que plus ta complexité schématique est basse, plus ton code est simple. Théoriquement, en tout cas. Exactement. Parce que la difficulté que les êtres humains ont, c'est justement d'être capable de dealer avec 68 if imbriqués, puis 36 boucles là-dedans. Puis là, tu dis, comment ça, tu comprends pas la suite du code? Je dis, ben, regarde, je suis juste un être humain, là. Moi, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Scott. Pour chaque chemin, chemin dans ta méthode, ça va te prendre un test. Donc, c'est pas une association de 1 à 1, là. Une méthode, un test. Alors, si dans ma méthode, je comprends bien, là, j'ai des if, je dois faire des tests pour chaque cas. Un test pour chaque, si la mesure de complexité est égale à 5, dans une méthode, ça prend 5 tests pour cette méthode. Puis, en tout cas, c'est pas... Oui, c'est ça. Il y a des cas vraiment dépendant de comment on fait l'implémentation avec C# ou VB que ça peut monter. Si tu as une complexité de 5, peut-être ça va prendre 6. Il y a des certains cas bizarres que ça arrive. Mais disons que c'est une règle générale. Là. Oui. Okay. C'est une règle générale. Les règles générales sont faites justement pour être bypassées à l'occasion. Hein? Moi, un avis que je pourrais donner aux auditeurs, c'est si vous avez, mettons, dans une méthode 7 ou 8 tests, puis là, vous dites, j'ai pas le temps, là. Il y a des contraintes qui font que je peux pas faire les 7 ou 8 tests. S'il vous plaît, faites pas le test le plus standard, le plus usuel, parce que c'est sûr que le code va passer là. Tant qu'à faire des tests, faites donc les cas les plus à côté. C'est d'ailleurs un avis que donnait Kathleen Dollard un peu plus tôt cette semaine. C'est tester les cas fortuits, parce que c'est ceux-là que le code passera pas dedans, puis qui sera pas détecté dans les tests fonctionnels. Ouais, c'est simple. Si on a un cas, si on a un if, si on a un chemin dans le code, il faut que ça soit touché par un test. Dans le meilleur des mondes, on veut tout les tester. Ouais, au lieu de dire c'est un voie dans le code que j'apprécie
plus que d'autres et je vais tester celle-là. C'est juste si tu as si tu as une complexité, un place ou un chemin dans le code, faut qu'il y ait un test. Donc, on a 2 fois plus de lignes de code, Puis mais peut-être plus, ça, parce que si on teste chacun de nos, 3, nos chemins, 4. On peut peut-être aller un petit peu plus. Mais disons, règle générale, on a 2 fois plus de lignes de code. Mais est-ce que ça me dérange, moi, que les développeurs... Parce que écrire du code simple, c'est pas long à faire. Donc, tu sais, écrire 2 fois plus de lignes ou 3 fois plus de lignes de code, mais du code simple, habituellement, un développeur, sa productivité devrait augmenter quand on lui demande de faire des choses plus simples en théorie. Ça dépend encore là de la capacité de type travail. d'application aussi. Là. Mais une des choses aussi qui va ressortir de ça, c'est que ces tests-là que tu bâtis, c'est pas jetable après que tu l'aies fait. Tu les gardes et tu peux, entre autres, en servir pour faire des tests de régression. Et surtout, grande valeur, c'est quand tu vas arriver à avoir livré ta version 1 puis que tu vas tomber en maintenance, les tests vont devenir ton patrimoine de l'intelligence, de la documentation, du comportement. Répète-moi ça, là. Les tests deviennent le patrimoine de l'intelligence que les développeurs initiaux avaient. Elle est encapsulée dans les tests parce qu'on le sait tous. On peut résumer ça en documentation, là. Oui, mais une documentation dynamique. C'est-à-dire que tu peux rouler ça. Là. C'est pas un livre qui prend de la poussière sur une tablette. Oui. À toutes les fois que tu vas compiler les tests pour être roulés, il te dit oui, ton système est toujours conforme à l'idée originale que les développeurs qui ont fait la version 1 est là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la phase de maintenance, on sait que les développeurs initiaux disparaissent. On espère que non. Oui, mais... C'est pas comme ça que ça roule dans les projets Extreme Programming. Les programmeurs restent avec le produit. Absolument, tu as raison. Dans les équipes où est-ce que justement il y a des bonnes valeurs et tout, mais l'état de l'art actuellement dans notre industrie, c'est que 99% des projets, les gens font une version 1, puis justement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas livré beaucoup de qualité, ils disent bon, ben là, il est temps que je m'en aille. C'est ça. Il est temps que j'aille faire de la merde ailleurs. Je m'excuse, c'est un peu vulgaire ce que j'ai dit. C'est vraiment du monde qui échappe. C'est pas du monde qui ont d'autres choses à faire, c'est du monde qui sont en train d'échapper la scrap qu'ils ont donné à leurs usagers ou d'autres programmeurs. C'est vraiment quelque chose de très irresponsable à faire. Une fois que tu as écrit un bon produit, vraiment bien designé, là, ça tente pas vraiment d'aller ailleurs. Ça tente de l'évaluer pour de voir où ça va aller, à quel niveau de succès ça va atteindre. C'est un des bénéfices du TDD puis de toutes les approches agiles, c'est que les développeurs, ils deviennent attachés émotionnellement à leurs produits parce que ça fait partie de leur valeur. On est tous attachés émotionnellement, c'est juste dépendre des émotions. Que certaines sont négatives, certaines sont positives. Mais l'affaire du complexité et puis la maintenance, l'entretien du code, ça arrive que la productivité n'a rien à faire avec les nombres de lignes de code en fin de compte. Fait qu'on est tout axé sur cette idée puis on l'a entendu souvent cette semaine, pour dire, moi, j'aimerais coder moins de lignes de code. Pour nous autres qui ont de l'expérience dans ces méthodes-là, on voit que le compte des lignes de code n'a rien à faire avec la productivité, que ça touche même pas. Et tout ce qui ça touche, mais c'est vraiment quelque chose de minimal. Ce qui est plus intéressant ou plus qui nous donne plus de productivité, et je parle pas juste d'un petit peu plus de productivité, c'est vraiment un ordre de 10 fois plus de productivité, c'est d'avoir le design qui est extraordinaire, extrêmement simple et bien fait. Avec un bon design, la productivité est accélérée comme c'est pas imaginable. Si on n'a pas ça, ça nous prend ce qu'on dirait comme dans des causes militaires, un fallback position. Si t'as pas du design, ça prend d'autres choses. Et cette autre chose qu'on a en place la vraie productivité, c'est du RAD. C'est des techniques qui sont axées sur diminuer le ligne de code ou le nombre de lignes de code que les êtres humains doivent produire. Et l'entretien d'un système, ça part le moment où la code a quitté tes droits qui ont rentré dans le clavier puis que ça apparaît sur l'écran. À ce point-là, ce code-là est en entretien, c'est en maintenance. Il y a juste un moment de temps qui est extrêmement minuscule où le code est nouveau. Ça existe quasiment dans le cerveau du concepteur initial. C'est tellement un moment de temps assez court que c'est pas vraiment nécessaire même de penser à produire des méthodologies alentour de cet exercice-là. Puis c'est ça que du RAD fait, c'est concerné avec le moment de création du code et ça n'a rien à faire avec l'entretien.
Moi, je vais Mais toute la revenir, dépense, je c'est vais en revenir sur entretien. toi-là que je veux écrire moins de lignes de code, ou en tout cas, Puis tu as raison, que l'industrie est complètement sur une fausse track. Quand on parle de « Ah, j'ai un projet de 1 million de lignes de code », c'est beaucoup plus compliqué qu'un projet de 500 000 lignes ou de 100 000 lignes de code. Il faut voir Le niveau de complexité qu'il y a dedans. Ah ouais, c'est ça, la complexité. Puis en plus, pour nous autres, pour moi, il y a des mesures qui sont vraiment indicatives à la santé de la système. C'est les mesures de complexité et aussi le nombre de bugs qu'il y en a dans ce système-là, ou que la fréquence que les usagers ou que les testeurs détectent des bugs, des défauts. Moi aussi, il y a une autre unité de mesure qui m'intéresse, puis on pourra en parler, c'est la couverture de tes tests. Parce que si tu couvres juste 10% du logiciel, ben tu démontres... Il y a un problème, oui. Ouais, il y a un Mais par contre, tu peux couvrir 100% et toujours avoir la code avec des bugs. Ouais. Parce que c'est vraiment facile à écrire des tests qui touchent à toutes les lignes, des tests qui touchent toute la code en production. Mm-hmm. Mais ça dit pas vraiment, c'est pas un indicateur de qualité. C'est un indicateur du progrès de une densité des tests. On peut peut-être expliquer c'est quoi le code coverage, la couverture de code? Oui, ben vas-y. Ben, grosso modo, c'est justement, on a parlé qu'il y avait tous les chemins possibles que du code peut passer dans une méthode. Ben, la couverture de code, c'est de vérifier est-ce que je couvre tous ces chemins-là. Donc, si tu prends un produit comme Team System, lui va te montrer en vert ce que les lignes de code qui sont couvertes et en rouge celles qui sont pas couvertes. Donc, c'est visuel. Et des chiffres en sommaire, des pourcentages que tu peux voir. Des métriques là qu'on peut dire, oui. bon ben il y a 60%. 68% là, de mon code qui est couvert. Mais on dirait que c'est très, très, très difficile à avoir moins de 100% de couvrage si tu pars toute ta code par rapport au test. Oui, ben si tu fais du test-driven development, tu devrais toujours finir quasiment à 100%. Et là, on sait, parce que c'est facile à avoir 100% ou à peu près 100%, et on peut avoir de la code qui est toujours pas du bon code pantoute ou des systèmes qui ont beaucoup de bugs. Par rapport à ces deux faits-là, on se dit que c'est pas vraiment important d'avoir un focus sur du coverage. Fait que, on le fait toujours, mais c'est juste, c'est quelque chose d'intéressant de savoir. Mais les bugs, à part d'attendre que le système soit en production, puis que là, l'unité de mesure, la mesure des bugs, c'est pas quelque chose qui est facile à faire aussi. On sait que tous les systèmes, il va y avoir des bugs, mais comment on les mesure, c'est aussi... il faut avoir un bug tracking system comme Visual Studio ou OnTime ou Bugzilla ou quelque chose. Fait que là qu'on sait que les bugs sont rapportés par les clients ou les usagers. Les utilisateurs, les testeurs. C'est ça. Alors, on sait les dates que le bug a été rentré dans le système. Fait qu'on peut faire des métriques là-dessus. C'est quoi la fréquence, combien de fois qu'un bug retourne, qu'on dit que c'est corrigé, puis combien de fois que ça retourne, ou combien de bugs qui sont causés par l'implémentation de la code qui corrige un autre bug. Fait que ces métriques-là sont vraiment, ça dit quelque chose de plus important que du coverage. Coverage, ça te dit, c'est quelque chose qu'on utilise pour vraiment, pour nous aider au départ d'un effort d'introduire des méthodes de test, des méthodologies de test aux développeurs. Et ce qui est plus important de ça, c'est de regarder ces mesures-là, les trends, on peut dire. Mm-hmm. Alors, les tendances. C'est les tendances. Alors, si le coverage descend, les bugs augmentent. Moi, c'est une affaire sur une période de temps, il faut voir ces mesures. En fait, il faut pas regarder seulement une mesure. C'est pas juste un jour. C'est une combinaison. C'est une combinaison de toutes ces mesures-là qui nous donne un bon état là, de notre projet. Et overtime, il faut que ça soit overtime. Avec le coverage, c'est intéressant, mais on veut voir par rapport à les derniers 5 jours, est-ce que les chiffres ont changé? Fait que si ça change d'un jour à un autre, 5%, 10%, ça se peut que quelque chose est arrivé avec la code, avec la santé du code, qui n'est pas bon.
Parce que c'est souvent une des choses qui est intéressante quand on est dans une équipe, c'est pas l'état normal de l'équipe, par exemple le flow que l'équipe est capable de produire. On s'adresse toujours à ce qui devient un peu anormal. Donc, plus de bugs. Qu'est-ce qui est passé dans la dernière semaine si on a plus de bugs? Au moins du coverage. Surtout, ou plus de coverage. Ouais. Surtout que les bugs, une autre des, je vais utiliser le terme en anglais, misconception. Donc, une autre des choses que les gens ont une conception peut-être erronée, c'est de penser que les bugs, c'est distribué égal dans le code. Partout, le même niveau de bug. Puis l'expérience démontre que c'est pas ça. Il y a du code, dépendant de la qualité du développeur, peut avoir presque pas de bugs. Et à côté, il peut y avoir des clusters où sont les bugs. C'est ça. Souvent associé justement avec l'expérience, l'approche prise. Dans une équipe, si une équipe ne serait pas toute à TDD, mettons, les gens à TDD, peut-être leur code serait très, très, très de haute qualité. Puis à côté, quelqu'un qui aurait pris des approches plus classiques aurait beaucoup des clusters de bugs là. Donc, il y a encore là d'avoir un outil de tracking des bugs, ça peut te permettre de te rendre compte, de dire, ce module-là, trop de bugs qui sort là, on va aller vérifier, puis on se rend compte, ça, la complexité cytomatique n'est pas à 2 ou à 3 ou à 10, mais elle est à 68. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, tu commences à regarder ça, puis tu te dis, oh my God, il y a 28 bits imbriqués, des boucles, donc là, tu te dis que c'est bien normal que l'être humain n'ait pas été capable de... Ça fait des beaux tests unitaires, ça. Ça fait l'enfer. Ah ouais. Je vais revenir un petit peu au test. Quand on a un 50 tests pour une méthode, là, ça devient du test code là, qui devient vraiment difficile à entretenir. Donc, Red, Green, Refactor. Ouais. Oh, ouais. Donc, le Refactor, ce serait de faire raffinement du design. Exactement. Et ramener la complexité de plus en plus basse. Ouais, certainement. Puis, on sait tous, là, tous nos auditeurs, on a tous été un jour dans une situation de maintenance où on a ouvert du code, puis et tout de suite, on voyait des choses, ça, là, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Quand on est junior, puis qu'on est dans le modèle actuel où il n'y a pas de test, là, quand on est junior, là, puis qu'on sort d'école, là, on dit, regarde, on va corriger ça. Puis, des fois, là, on crée d'autres bugs parce qu'on n'a pas tous les tests. Puis là, on se fait taper ses doigts par les seigneurs. On dit, comment ça, tu touches au code? T'as pas touché au code. Tu touches pas au code, il marchait ce code-là. Donc là, on te tape ses doigts, on t'apprend, toi, comme auditeur, touche pas au code, refactorise pas. Ouais. Dans une philosophie test-driven development, c'est le code appartient à tout le monde. Oui. Et à cause que tu as des tests, on va t'encourager si tu vois quelque chose qui est pas correct, tu le corriges. Ouais. Selon le cédule du produit, du projet, s'il y a le temps pour le faire, mais d'habitude, on a toujours le temps pour améliorer le code. Puis on le fait, how do you say, refactor mercilessly. C'est ça sans merci. On refactorise sans merci. Ouais. Ouais. Si on a le temps, effectivement. Ouais. Puis, mais d'habitude, on a toujours le temps. Et c'est bizarre parce que nos gérants, mais mon gérant maintenant, il est vraiment comme nouveau là-dedans dans ces méthodologies, mais après 3 mois, il sait que c'est vraiment important pour nous, pour notre productivité, que quand on dit qu'on a besoin du temps dans le cédule pour améliorer quelque chose qui n'est pas très hot, qu'il sait qu'on veut vraiment le faire et qu'on le fait pour le bénéfice du produit, du projet, du cédule. D'habitude, il est d'accord avec, mais des fois, il faut négocier. Moi, je vais revenir un petit peu au test unitaire puis au gestionnaire. Là. Tu parlais de ton gestionnaire tout à l'heure. Puis on parlait du nombre de lignes de code qui peut augmenter pas mal, là, qui peut doubler là, en règle générale. Doubler, nous autres, on a 3 fois plus de code de test que de code en production. Okay. Fait que doubler, c'est comme triplé. C'est au moins C'est le minimum. Là, triplé, quadruplé, ça dépend de ce que c'est quoi la méthodologie. C'est quoi comment on peut vendre à notre gestionnaire là, qui connaît pas TDD? Comment on peut vendre à notre gestionnaire que oui, on va passer un petit peu plus de temps au niveau du développement, là, à cette étape-ci là, de la durée de vie du projet? Oh, c'est très difficile. Parce que c'est facile de dire ce qu'on veut faire, c'est qu'on va rallonger la vie du produit, on va réduire les bugs, on va arriver à avoir une habilité. Le but principal, c'est d'avoir une habilité de faire des changements. Puis des changements par rapport à des changements dans le business ou des changements par rapport à les plateformes de technologie et des changements qui arrivent quand on trouve des bugs. Fait que notre vie comme développeur, c'est de dealer toujours à chaque jour, à chaque moment avec des changements qu'il faut qu'on fasse. Si on fait ces changements-là sans avoir des tests, on arrive à introduire d'autres bugs
Après ça, on introduit des workarounds ou des choses comme ça. C'est vraiment ça qui nous fait arriver à un certain point où il faut complètement réécrire un système. OK. Alors, si on peut garder la santé du code durant sa vie, on est capable à faire des changements avec une productivité relativement élevée quand on a plus de code. OK. C'est-à-dire en 2 ans, quand c'est très difficile de faire des changements traditionnellement. Si je comprends bien, là, en utilisant des tests unitaires ou en faisant des tests unitaires, on va passer plus de temps à développer notre application. Par contre, Non. non, on va doubler le nombre de lignes de code. Donc, c'est pas du 1 à 1 au Non, niveau c'est du parce temps? que c'est pas vraiment les lignes du code qui touchent aux productivités. OK. C'est vraiment le design qui bon, les lignes de code ont un effet sur la productivité, c'est sûr, Mhm. mais c'est le design, la simplicité qui accélère la productivité. It accelerates productivity to an extent OK. qui n'est pas vraiment possible sans avoir un focus sur le design. Donc, la métrique du nombre de lignes de code est pas bonne pour juger là, du temps de développement. Là. Oui, ça va prendre... Oui, c'est ça. Ouais, c'est une indication, mais c'est pas une indication qui n'a rien à faire avec la productivité sur le projet. OK. Est-ce qu'on peut dire que, oui, on écrit plus de lignes de code parce qu'on fait des tests unitaires. Est-ce qu'on peut dire que... On peut dire on va écrire plus de lignes de code pour qu'on puisse aller plus vite. OK. OK, c'est intéressant, ouais. Ben, c'est tout à fait ce Ça qui se arrive. passe parce que ta Ouais, c'est bizarre. complexité diminue. Ouais, Donc, mais c'est bizarre, mais ça arrive c'est de vrai, même. c'est C'est vrai. vraiment, c'est une contradiction par rapport à ce qu'on pense traditionnellement. Mais dans les équipes, les projets XP, test-driven, c'est comme ça que ça arrive. C'est bizarre, c'est fun. C'est intéressant. Puis on ouais. voit vraiment en ce moment-là les choses qui sont dans nos psychologies comme développeurs, qu'on croit, qu'on questionne jamais, qu'on trouve à être complètement questionnable. Et puis, si un projet a été... on a utilisé le TDD tout au long du projet, est-ce que la période de correction de bugs, il y a tout le temps, là, on livre une version 1 du projet, il y a une correction, il y a une période de correction de bugs, quoi que ce soit, d'ajustement. ce qu'on appelle la stabilisation. Merci bien, la stabilisation. Est-ce que cette période-là est plus courte? Ça, c'est pas une période distincte, ça roule toujours. On stabilise toujours. On fait, disons, c'est les méthodologies agiles sont des méthodologies pas séquentielles, sont parallèles. Mm-hmm. Fait que la stabilisation, on fait ça pendant qu'on fait tout le restant des tâches dans. Quelque part, quand tu refactorises, c'est en train de se stabiliser. Oui, c'est ça. C'est ça, ça se peut. Mais on stabilise quand il est nécessaire de le faire. On a fait direct là, on met pas sur une liste. Donc, on n'a pas besoin de notre planification de dire on va planifier plusieurs mois de stabilisation. Non. Parce que si tu as le code qui a besoin de stabilisation, tu T'es dans as le du code trouble. qui va enlever la productivité quand tu vas essayer de faire d'autres choses sans faire la stabilisation d'abord. En fait, c'est comme si on faisait la stabilisation au fur et à mesure, là. Oui. C'est ça, exactement. Donc, logiquement, là, cette période-là, que normalement, dans les gros projets, on prévoit... Que Microsoft dit des milestones. C'est ça. Si on a prévu, si on a un projet de 6 mois, là, puis on a prévu 2 mois de stabilisation, ben, cette période-là va être pas mal plus courte, là. Voyez-vous, Ah oui. quand tu es un architecte, tu arrives, OK, là, nous, on va faire plus de code, mais ça va aller plus vite. Donc là, les gestionnaires te regardent en disant Puis là, tu dis, oh, by the way, on n'a pas aussi besoin d'avoir de phase de stabilisation parce que nous, on vous le dit, là, ça va être très stable. Là, ils te regardent encore plus bizarrement. Puis tu dis, quel bozo que j'ai devant moi parce que les gens ont un vécu et un historique ou de non-qualité. À quelque part, souvent, l'analogie que je fais, moi, aux gens qui sont peut-être moins familiers avec toutes ces problématiques-là, les gestionnaires, c'est que je leur fais un parallèle avec notre planète Terre. Mm-hmm. Je leur dis, notre planète Terre, là, aujourd'hui, on est dans la merde. Même les gens nous le disent, probablement que peut-être que la race humaine va s'éteindre puis qu'il n'y a même plus de point de retour à ce stade-ci parce que à cause du réchauffement de la planète. Puis on est un peu comme la grenouille qui était dans un plat d'eau, puis on a chauffé l'eau tellement lentement qu'elle se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir, puis quand elle s'en rend compte, il est trop tard parce qu'elle peut plus bouger. Ouais. Mais là, je dis, dans tes projets de logiciel, c'est un peu la même chose. À toutes les fois que tu ne fais pas ta qualité, c'est un peu comme si tu polluerais. Donc, le refactoring, c'est enlever, c'est nettoyer tout le temps. Oui. Puis ultimement, c'est pour te garder dans une situation. Donc, peut-être mon énergie est un peu boiteuse, mais je cherche toutes les façons possibles de leur expliquer de ce qu'on veut faire. C'est tellement de la bonne qualité que même si ça te semble un peu
bizarre, tu sais, puis c'était très bizarre quand on va faire plus de lignes de code, ça va aller plus vite. Mais c'est ça qui se passe quand on fait avec des niveaux de complexité très bas. Mais Mario, dans ton exemple, là, la grenouille, est-ce que c'est le gestionnaire de projet ou le développeur? Ben, souvent, le développeur, malheureusement, il est dans un système. Donc, c'est pas parce que lui, il veut pas, c'est qu'il est pris dans le système, puis on lui dit, c'est comme ça travaille. Donc, parce que tous les développeurs veulent bien faire. Tous les développeurs, si tu leur demandes, au fond, toi-même, ils veulent tout faire du code de très bonne qualité. À un tel point que c'est pour ça qu'il y a eu la rébellion du groupe Agile, de dire, là, ça fait. Mais ça prenait des gens qui avaient écrit des livres, qui avaient une certaine autorité pour dire ça fait. Mais Mario Cardinal, là, quand il a commencé sa carrière, qui était un jeune développeur qui arrive dans une grosse organisation, ben, tu sais, quand tu lèves un peu le ton, dis, moi, ça n'a pas d'allure, les gens te regardent en disant, t'es qui, toi? Ici, c'est comme ça qu'on fait du logiciel. Exactement. Tu parlais de rébellion tout à l'heure. On peut peut-être parler d'un incident qui s'est produit il y a quelques mois au sujet de commentaires. Là. Ben, Scott, d'ailleurs, on te remercie de prendre la peine de venir faire une émission en français parce que ta langue, bon, tu connais un peu le français parce que tu as vécu à Montréal pendant plusieurs années quand tu étais jeune, mais au jour le jour, toi, tu vis en anglais, tu blogues en anglais, puis entre autres, j'ai dit tout à l'heure que tu avais une grande gueule. T'as pas peur de dire ton opinion. Puis, on replace un certain le contexte. Il y a quoi, à peu près 6 mois, il y a MSDN publie des articles. Ils en publient tellement que si tu t'abonnes à leur liste, tu vas voir qu'ils en publient à peu près 10 par jour. Donc, ça prend pas de temps que... Donc, surtout le sujet, comment utiliser ADO.net, faire ci, faire ça. Puis, il y a eu un article où est-ce que c'était comment appliquer TDD. Avec Team System. Avec Team System. Et ce qui était écrit là-dedans, puis ça nous donne peut-être une indication que ce que MSDN publie, des fois, faut en prendre et en laisser. Ce qui était écrit là était totalement faux. Oui. Était vraiment pas du tout ce qui était TDD. Ou en tout cas, peut-être 10% était vrai, mais 90% était pas vrai. Oui, il y avait des changements en TDD pour montrer comment utiliser Team System pour faire TDD, pour vraiment donner une plateforme promotionnelle pour les features de Team System qui sont assez impressionnante, mais pas vraiment... Pas vraiment ciblé pour faire du vrai. C'est ça, exactement. Entre autres, cette personne-là, ce qu'elle écrivait, c'est « Écrivez tous vos 68 000 tests en premier ». Donc, elle disait « Test first », mais c'est comme « Faites-les tous vos tests ». C'était très waterfall comme vision. C'était absolument waterfall. Donc, toi, tu étais un des premiers à dire « Qu'est-ce qui a été écrit là? » Puis ça l'a... donc, la communauté a même repris ça. Puis tu te retrouvais un peu à l'avant-front avec tous les gens de Microsoft quand on leur disait, mais regardez, là, faites attention, votre processus de révision, pourquoi vous n'avez pas demandé aux gens de la communauté agile d'écrire? Il y a plein de monde qui se serait fait un plaisir d'écrire. Toi, probablement le premier. Même en dedans de Microsoft, il y a du monde qui savent que c'est pas, qu'est-ce que c'est du agile puis du test driven parce que c'est tout le patterns and practices. Ouais. Le groupe Pattern and Practices font l'approche agile, exactement. Des gens comme Peter Provost. Et il y a des autres petits, des groupes, pas des petits groupes, mais des projets du monde à Microsoft, ailleurs, pas juste dans cette équipe-là, qui font du agile, qui font du test driven. God.net, c'est une équipe qui est le leader, c'est Jim Newkirk. J'assume que ça se fait en test driven. C'est ça. Donc, suite à cet article-là, tu as publié sur ton blog là une contrepartie. Tu as répondu un peu. Contrepartie, oui, c'est ça. Scott, t'es bon pour écrire des posts qui durent des pages, des pages. En fait, c'était comme un article qui répondait à l'article. Ouais, c'était... Ça a été quoi la réaction, là? La réaction, enfin, c'est que le groupe responsable pour cette section de la bibliothèque MSDN, ils ont enlevé l'article de leur site et sur leur blog ils disaient oui ils ont fait une admission qu'ils savaient pas vraiment c'est quoi, mais ils voulaient montrer Visual Studio Team System dans un contexte agile, mais ça montre vraiment que pour ce qui m'est fâché dans le temps, c'est que ils ont pensé à cause qu'ils sont Microsoft, qu'ils savent tout sans investiguer. Et si ils ont fait cette investigation, ça se peut que ça aura changé leur façon de faire ce qu'ils font pour que ça améliore le produit pour le vrai. Mais là, les prochaines fois qu'ils vont écrire des articles sur Agile ou TDD, je pense qu'ils vont peut-être aller chercher du feedback. J'ai un follow-up de ça, c'était pas jamais écrit dans le blog, mais c'est vraiment le groupe Visual Studio Team System
Team Foundation, ce groupe-là, le Burton, qui sont responsables pour cette section des articles, des matériaux sur le site. Alors, un ami les a dit, un ami dans le côté agile, dans le mouvement agile, les a suggéré, c'était une bonne amie de le gestionnaire de le produit en question, il a suggéré que de lui laisser donner lui une chance, l'opportunité pour l'écrire, et il écrivrait un bon article de vraiment comment utiliser Team System pour le vrai en TDD. Et quand ça a été lu et revu par le monde à Microsoft, il n'était pas content parce que ça montrait pas les features qu'ils voulaient vraiment promoter. Du point de vue marketing. Ouais. Fait qu'ils l'ont jamais publié. C'est toujours vide. Tu peux agir toujours à ce URL. C'est toujours un article vide. Mais ils ont eu un article des mains pour dire comment vraiment le faire. Ils voulaient pas le publier parce que ça donnait pas vraiment autant d'opportunités pour faire D'ailleurs, moi, advertising. Toi, Scott, t'es pas vraiment quelqu'un qui utilise Team System au jour le jour parce que justement, tu trouves qu'il y a trop de bâtons dans les roues pour faire du TDD. Moi, je suis de l'autre bord où je me dis, il y a moyen de vivre avec On fait des compromis. Des compromis. Puis d'ailleurs, l'été passé, quand tu étais venu donner un workshop justement à Montréal sur Test Driven Development, j'avais fait une petite partie pour expliquer justement, voici, ça peut être compliqué, mais on peut y arriver. Puis si vous êtes prêts à vivre avec les compromis, mais c'est ce que tu dis, c'est que Microsoft n'a pas aimé ça, de se faire dire, regardez, votre produit, là, vous avez pas vraiment les bons scénarios. Puis justement, dernièrement, toi, sur ton blog, tu as amené une idée qui était intéressante, c'est-à-dire, pourquoi Microsoft, vous avez une approche de faire de personnifier vos développeurs? Entre autres, le développeur VB, il l'appelle Mort. Bon, c'est pas vraiment supposé d'être aligné sur les langues de programmation. Non, en tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé, mais c'était pas vraiment. C'était pas. Mais tu sais, juste pour dire que pour donner de chance à Microsoft, c'est pas vraiment Mort, c'est un gars de VB ou C#, c'est un gars de Elvis. Ça arrive de même, mais mais ils ont plusieurs personnages. Techniquement, c'est pas comme ça. Ils ont Elvis qui serait le développeur C#, en tout cas qui par défaut serait plus quelqu'un qui irait vers C#. Ils ont Einstein qui ferait plus C++. Il y avait Mort qui était plus VB. Mais là, peut-être que moi j'invente des choses là. Non, ça arrive de même. Souvent on les positionne comme ça. Ouais. Puis toi, ce que tu disais, c'est il serait peut-être temps que vous ayez un personnage qui représente les gens de la communauté agile. Tu donnais même un nom, appelez-le Hugo. Oui. Hugo the Agilist. Oui. Puis tu as même fait la job, dis voici un peu ce qui se ressemblerait à ce personnage-là. Puis encore là, je pense pas que tu as reçu une réception très positive de Microsoft. C'est comme, Scott écrit des choses, mais on reste dans notre tour d'ivoire à quelque part parce que c'est ce qui est malheureux. Souvent, les gens restent dans une tour d'ivoire, même si c'est pas tout le cas chez tout le monde chez Microsoft. Il y a des gens chez Microsoft qui veulent vraiment aller au-devant des développeurs, mais malheureusement, c'est pas toute l'équipe de Microsoft qui est comme ça. Dernièrement, tu es même revenu avec une autre suggestion. On dit, si vous voulez vraiment comprendre comment les gens utilisent vos produits, adoptez-en un développeur et venez voir sur le terrain comment... Donc, comment t'appelais ça, cette nouvelle... Adopt a Softie. Adopt a Softie. C'est-à-dire que on a un programme c'est comme un interchange international des étudiants, quelque chose comme ça. Ouais. Où on invite un développeur du Redmond pour sortir de la tour d'ivoire, pour venir se placer sur nos équipes pendant 2-3 semaines pour apprendre vraiment comment qu'on utilise les outils, pour voir vraiment c'est quoi qu'on a besoin. Faire sortir les gens de Redmond, de chez Microsoft, les amener sur le terrain, dans des vraies équipes pendant une couple de semaines, pour voir comment ça fonctionne vraiment, comment on développe des applications d'affaires là, dans le vrai monde. Puis là, on parle d'agile, mais ça serait tout aussi valable qu'aller voir les gens qui sont pris avec un héritage de millions de lignes de code VB6, puis là, comment moi migrer. Je suis pas sûr, moi, que les scénarios que les gens de Microsoft mettent en place pour ça, que c'est vraiment adaptable sur le terrain. Je suis pas dans un projet où je vais faire une migration de VB6, mais... Ils sont trop généraux, sont trop faits par du monde qui ne sont pas axés directement jour en jour de faire du travail avec Visual Studio. C'est une équipe très intelligente. C'est des anthropologistes et psychologues dans le groupe UX ou User Experience qui font des études anthropologiques, psychographiques. Mais est-ce qu'ils ont un background d'informaticien, ces gens-là? Certaines. Ouais. Il y en a certaines qui ont, oui. Il y en a certaines qui ont. Il y en a certaines probablement qui sont plus des anthropologues ou des psychologues. Mais par contre,
quand moi j'ai besoin de savoir comment mon usager, les clients, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, j'envoie pas des psychologues puis des anthropologues pour savoir. Uh-huh. Il faut que je m'arrange pour que je fasse une interaction avec les usagers. Et c'est pour ça que les du monde en Agile ont beaucoup de succès. C'est parce que on s'assure le client est dans l'équipe. Dans une approche TDD puis Extreme, oui. là, c'est le client, c'est un membre de l'équipe. Oui. Puis on est très près, on est très proche. On a des bonnes relations avec les clients parce que ça prend ça pour avoir du bon software que les clients veulent. Parce que les programmeurs sont fameux pour réinterpréter ou pour mal interpréter les besoins des usagers. Il faut qu'on ait un usager pour toujours nous dire qu'on est sur le bon chemin ou qu'on est dans le champ. Ça prend ça prend du feedback. Mm-hmm. Toujours, constamment. Plus rapidement on a du feedback, plus on peut corriger le tir exactement. vite. C'est comme... exactement. On dirait ça. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur un peu là, l'histoire là, de Team System et tout ça. Tu disais que, bon, ça respecte peut-être pas nécessairement à la lettre là, tout ce qu'on retrouve là, dans TDD, dans Agile. C'est quoi les choses qui déplaient un peu là, dans le produit ou que tu penses qu'il pourrait être un peu amélioré? C'est en fin de compte, c'est pas. On peut le faire effectivement. Ça prend un plugin fait par Jamie Cansdale qui s'appelle TestDriven.net. C'est un plugin on download, ça c'est gratis et ça nous laisse exécuter un seul test de l'éditeur C# ou VB avec un hotkey, avec un clé ou avec le souris, avec un right click, context menu. Ça existe pas. Puis on le fait, on exécute un test par rapport à l'éditeur du code. C'est pas vraiment par rapport à un graphique, une représentation graphique des tests avec des lumières, des couleurs et des graphiques. Okay, vraiment quelque chose de simple. Je comprends bien, là, dans Team System, présentement, c'est impossible de faire un seul test à la fois. Par rapport à faut être décoché puis juste cocher celle que tu veux. Pas du code. Okay. Ça fait que quand on travaille dans la code, on est dans la code. Si j'écris un test, le curseur, là, le souris est dans la code. Ma tête est dans la code. Ouais. Je veux partir, exécuter le test là. Team System, il faut que tu ouvres une autre fenêtre, trouver le test, right-click, choisir. Toute cette affaire-là, on voit que Team System même est bâti par rapport à quelqu'un qui va, un QA, qui va exécuter ses tests par rapport à un autre outil, pas l'éditeur du code. Moi, j'ai deux fenêtres. Je garde toujours l'autre fenêtre ouverte, puis je garde coché juste celui sur lequel je travaille. Tu as raison, c'est plus de clics. Ouais. Mais si tu es prêt à vivre avec la contrainte, parce que moi, je trouve qu'il y a les bénéfices que le Team System amène, par exemple, d'avoir tous les work items intégrés. Donc, l'intégration fait que je suis prêt à vivre avec cette contrainte-là, en espérant que, justement, qu'on soit capable de pousser assez que... Si tu utilises TestDriven, le plugin, t'as pas ces contraintes parce que ça marche avec VS Test. Ça marche avec NUnit, VS Test, MBUnit. Ça marche avec C# Express, VB Express. Mais moi, j'étais même pas courant qu'il y avait sorti une version pour Team System. Ah oui, ça a été toujours là. Depuis le début, c'est là. Ce qu'on va faire, on va mettre un hyperlien là, sur le site. OK. Good. Scott, on parle de Team System, mais pour appliquer là, TDD, on n'a pas besoin d'avoir un produit haut de gamme comme Team System. On pourrait peut-être même juste prendre des produits gratuits de Microsoft comme les versions Express, puis faire du TDD avec ça. Express, c'est vraiment par rapport à le plugin TestDriven. Ça marche avec Express, C# Express, VB Express. Toute la ligne de produits Pro, ça marche avec VS, Team Test, Team Architect. Pas Team Architect. Non, Team Architect, ça marcherait. Donc là, si on est un étudiant, là, un auditeur qui est étudiant, il va chercher la version Express qui est gratuite, C# ou VB, celle qui fait son bonheur. Il doit aller chercher aussi quel autre plugin quelle autre chose qu'il doit aller se downloader. Il faut downloader NUnit. NUnit. On va mettre le lien sur la page. Okay. Le plugin TestDriven. Et si on veut avoir les mesures du coverage, on peut downloader NCover. Ça, c'est un produit commercial, par contre. Non, c'est gratis. C'est intégré avec TestDriven. Oui, c'est ça. Donc, on parle pour le coverage, NCover. Le produit qui est un shell pour faire du test-driven development, celui de Jimmy Cansdale qui s'appelle TestDriven.net.
et NUnit, qui est le framework pour faire les tests unitaires. On rajoute ça Et il y a un autre, si on est vraiment intéressé dans des mesures, des métriques, il y a un qui s'appelle NDepend. Ah ce oui. système de mesure de qualité qui est très intéressant. Une chose, moi, que j'utilise, c'est le produit Reflector, qui est aussi un produit que tu peux downloader gratuitement. Il est écrit par un employé de Microsoft. Puis Reflector, maintenant, il y a des plugins. Puis il y a un des plugins que quelqu'un a écrit, c'est pour regarder justement la cyclométrique complexité. Oui. Donc, mais il y a beaucoup d'autres plugins aussi. Puis, entre autres, ce produit-là, tu es capable de prendre n'importe quelle classe à partir du IL, de leur dire, génère-moi le code VB ou le code C#, puis tu vas voir qu'est-ce que ça a l'air. Oui, même les assemblées et les DLL de .NET Framework même. Donc, c'est une façon d'aller voir le code source pour dire qu'est-ce que ça fait, cette chose-là. Donc, ce qu'on veut dire à nos auditeurs, c'est pas besoin d'acheter un produit à plusieurs milliers de dollars pour mettre en place Test-Driven Development. On dirait que VS Test, c'était bâti par rapport aux produits qui existaient déjà dans la communauté open source. Fait que, VS Test étant tout le framework de test qui vient dans Team System. Certaines parties viennent vraiment ça a l'air ça ressemble des produits open source. Microsoft a engagé Jim Newkirk qui est au cœur du produit open source. Donc, Parce que si on prend les avantages de Team System, c'est que t'as pas à installer tout plein de plugins, là. Tout vient là. Ouais, mais t'as juste à installer un paquet de produits serveurs. Fait que peut-être c'est pas nécessaire d'installer un plugin sur le client, mais ça prend une équipe d'IT. Team System c'est vraiment un système pour moi de gestionnage d'un gros équipe, une équipe qui n'a pas la discipline même dans les êtres humains pour se diriger. Fait que, mais quand je vois ça, si j'ai besoin d'un produit de software pour me diriger dans le produit, je me demande s'il y a quelque chose peut-être qui est mal avec moi-même que je devrais. Ça répond à certains besoins là. Mais... Oui, mais ce qui était vraiment intéressant avec Team System, c'est l'intégration des produits. Exactement. C'est une intégration qui me donne pas de bénéfices, mais c'est une intégration que certains produits et certaines équipes devraient avoir. Je suis d'accord avec toi que le pitch de vente de Microsoft, c'est de dire aux gestionnaires, vous savez, vos équipes, vous avez fait travailler de la façon que vous pensez qui est bonne, sans avoir mis en place un système de valeurs, ces choses-là. Moi, mon propos, c'est de dire, ouais, mais on peut aussi prendre ce produit-là avec un système de valeurs et là, tu peux le faire l'amener à avoir vraiment des choses plus intéressantes. Je suis d'accord. En terminant, Scott, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu recommandais à nos auditeurs, dire, écoutez, allez voir ça, là, ça peut vous aider à être des meilleurs informaticiens dans le futur? Je pense que le site Code Better, la communauté Code Better, c'est un site de blog où j'ai mon blog, mais il y a d'autres mondes comme Jeremy Miller, Sam Gentili, Jeffrey Palermo. C'est nous autres sur la côté agile. Il y a du monde qui sont pas sur la côté agile et je pense que c'est un mix de personnages, des blogueurs de différentes idées. Ça donne un bon dialogue ces jours-ci sur ces sujets-là. Codebetter.com. On va mettre le lien aussi. Merci. On te remercie encore. Merci bien. Bon retour au Texas. Merci. Bye bye. À la prochaine. Donc, les actualités avec Guy Barrette. Guy, je pense que le sujet de l'heure ces jours-ci, c'est le lancement. Ben oui, effectivement, le lancement de Vista, de Office. Donc, il y a une grande tournée canadienne à Montréal. La tournée s'arrête le 7 décembre. Donc, c'est pas loin. Et ça va être c'est un grand show. Il y a 3 pistes différentes. Donc, la moitié pour les gens en infrastructure IT, parce que évidemment, un nouveau système d'exploitation, c'est quelque chose à déployer, tout ça. Donc, la moitié des sessions, c'est pour les gens en IT et l'autre moitié, c'est pour les développeurs. Mais c'est présentement complet. Sauf que j'ai vérifié sur le site de Microsoft ce matin et ils ont une liste d'attente. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Donc, ils vont vous envoyer un courriel la veille là s'il y a des annulations. Bon, faut aussi dire à nos auditeurs qui ne seraient pas à Montréal que c'est une tournée pan-canadienne, donc ils vont arrêter Québec, Fredericton, en tout cas les différentes autres villes au Canada. Et puis ça va. Il y a certaines villes, ça va être juste en janvier.
Et aussi, pour ceux qui seraient localisés en Amérique du Nord, ben les États-Unis, c'est en janvier le lancement. Puis j'imagine que l'Europe va suivre aussi à la même période. Effectivement. Puis aujourd'hui, en fait, la journée où on enregistre cette introduction-là ou ces nouvelles-là. Donc aujourd'hui, le 28 novembre, c'était le lancement officiel avec Steve Ballmer à New York, qui faisait l'annonce officielle de la sortie de Vista et de Office. Au niveau du GUVSM, donc le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, la prochaine rencontre, c'est le 4 décembre. Guy, c'est moi qui vais l'annoncer. C'est toi le conférencier, donc je te forcerai pas à te présenter toi-même. Ouais. Donc, le 4 décembre, tu vas parler justement du nouveau Workflow Foundation. Puis, après ça, le 11 décembre, c'est la rencontre du groupe d'intérêt sur SQL Server, qui, eux, vont avoir comme invité Tamer Farag, et le sujet va être... En fait, ça va être le nouveau produit qui est dans la suite Team System, qui s'adresse aux administrateurs de bases de données et aux développeurs qui se spécialisent en bases de données. Donc, c'est un nouveau produit qui s'intègre dans la suite Team et qui focus évidemment sur tout l'aspect base de données. Ben, ceci termine les actualités, Guy, et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Visual Studio Talk Show.